Bienvenue, frères d'armes. Bienvenue sur Stratégos Histoire, la chaîne où nous explorons la vie des grands stratèges qui ont changé le destin des nations. Aujourd'hui, nous voyageons dans le Japon féodal pour découvrir Oda Nobunaga, le seigneur de guerre qui initia l'unification du Japon, défiant les traditions et révolutionnant l'art de la guerre par son ingéniosité et sa détermination. Avant que ne commence cette fascinante histoire, renforçons nos rangs. Laissez un like, commentez, partagez cette vidéo avec d'autres guerriers de la stratégie et abonnez-vous à Stratégos. Votre soutien est notre meilleur allié. Brandissez vos épées, l'histoire d'Oda Nobunaga commence. Première partie. Les débuts d'un conquérant. Le Japon de 1534 n'était pas un pays, du moins pas dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'était une mosaïque de provinces divisées, chacune contrôlée par de puissants seigneurs féodaux, appelés daimyo. Ces terres, déchirées par des siècles de lutte pour le pouvoir, étaient le théâtre de l'ère Sengoku, le ère des États en guerre. L'autorité de l'empereur n'était que symbolique, et le shogunat, qui avait autrefois gouverné d'une main de fer, s'effondrait sous son propre poids, incapable de maintenir son emprise. Dans ce contexte, le destin du pays semblait enfermé dans un cycle sans fin de trahison, de sièges et de batailles sanglantes. C'est dans ce monde brutal et fragmenté que naquit Oda Nobunaga, le 23 juin 1534, dans la province d'Owari, située dans l'actuelle préfecture d'Aichi. Il était le fils de Oda Nobuhide, un chef militaire qui gouvernait avec fermeté, mais dont la position de daimyo restait précaire. Nobuhide contrôlait Owari, mais son pouvoir était constamment menacé par des ennemis internes et externes. Ce fut un terrain d'entraînement parfait pour un jeune homme, qui allait plus tard changer le cours de l'histoire. L'enfance de Nobunaga fut tout sauf conventionnelle. Dès son plus jeune âge, il montra une personnalité déconcertante et scandaleuse pour son entourage. Alors que les autres jeunes samouraïs respectaient avec révérence les traditions martiales et spirituelles, Nobunaga les défiait ouvertement. Il était imprévisible, irrévérencieux et, selon certains, un peu fou. Ses excentricités lui valurent même le surnom de « le fou d'Owari ». Nobunaga défiait les conventions samouraïs en s'habillant négligemment et en adoptant un comportement jugé insultant par les élites. Plutôt que de suivre les rigoureuses normes de l'étiquette de son rang, il préféra se mêler aux paysans et expérimenter des armes étrangères, notamment les mousquets, qui faisaient tout juste leur apparition au Japon. Mais derrière ce comportement imprévisible, se cachait un esprit vif et une détermination farouche. Nobunaga ne rejetait pas les traditions par simple rébellion, mais parce qu'il les considérait obsolètes. Très tôt, il montra un intérêt inhabituel pour la technologie et les tactiques militaires innovantes, des caractéristiques qui allaient définir son leadership futur. Le premier grand défi de Nobunaga arriva en 1551, lorsque son père, Oda Nobuhide, mourut soudainement. À seulement 17 ans, il se retrouva au cœur d'une crise de succession. Bien qu'il fût l'héritier légitime, son comportement erratique et son mépris des traditions lui valurent d'être perçu comme un chef inapte aux yeux de nombreux membres du clan Oda. Le clan se divisa rapidement en factions. Certains soutenaient Nobunaga, tandis que d'autres prenaient le parti de son frère cadet, Nobuyuki, un jeune homme plus traditionnel et apparemment plus apte au leadership. La situation se compliqua davantage avec l'intervention de généraux vétérans qui se méfiaient de Nobunaga et cherchaient à consolider leur propre pouvoir. Dans un événement qui symbolise son rejet des formalités, Nobunaga assista aux funérailles de son père, vêtu de manière totalement inappropriée, avec des habits simples et négligés. Certains y virent un acte de mépris, tandis que d'autres l'interprétèrent comme une déclaration d'indépendance. Nobunaga ne serait pas un dirigeant comme les autres. Malgré les doutes, Nobunaga ne tarda pas à prouver sa valeur en tant que chef. Il affronta les factions rebelles au sein du clan en utilisant un mélange de ruses politiques et de forces militaires. Par une série de mouvements calculés, il élimina les généraux qui s'opposaient à lui et consolida sa position de chef du clan Oda. Cependant, le conflit avec son frère Nobuyuki fut l'un des moments les plus difficiles de ses jeunes années.
Nobuyuki, soutenu par une faction de samouraïs traditionnels, tenta à plusieurs reprises de lui usurper le leadership du clan. Nobunaga, dans un premier temps, fit preuve de clémence, pardonnant son frère après une tentative de coup manqué. Mais finalement, il se vit contraint d'agir avec fermeté. En 1557, après avoir découvert un nouveau complot contre lui, Nobunaga ordonna l'exécution de Nobuyuki, assurant ainsi sa position au prix d'une immense douleur personnelle. Avec son leadership consolidé, Nobunaga commença à transformer le clan Oda en une force redoutable. Depuis sa base en Owari, il posa les fondations de son rêve le plus ambitieux, unifier le Japon sous son commandement. Mais avant de pouvoir poursuivre cet objectif, il allait devoir affronter des ennemis extérieurs encore plus redoutables. Deuxième partie, consolidation d'Owari et première conquête. Pour comprendre la consolidation du clan Oda, il est essentiel d'examiner la position précaire dans laquelle se trouvait Nobunaga au cours des années 1560. Bien qu'il ait consolidé son leadership sur Owari après des années de lutte interne, son territoire restait petit et vulnérable face à ses voisins, en particulier face au clan Imagawa, dirigé par le puissant daimyo Imagawa Yoshimoto. Le clan Imagawa contrôlait une vaste étendue de terre s'étendant de l'actuelle préfecture de Shizuoka jusqu'à l'est de Nagoya et était considéré comme l'une des forces les plus puissantes de l'époque Sengoku. En 1560, Yoshimoto rassembla une armée de plus de 25 000 hommes et marcha vers Kyoto, avec l'intention de renverser le shogunat et de consolider son pouvoir. Nobunaga, qui ne gouvernait alors qu'un territoire modeste, ne disposait que d'une armée d'environ 2500 hommes. Face à un rapport de force aussi écrasant, nombre de ses alliés et conseillers l'exhortèrent à se rendre. Mais Nobunaga refusa non seulement de battre en retraite, mais il s'apprêtait à exécuter l'une des manœuvres les plus légendaires de l'histoire militaire japonaise. Le matin du 12 juin 1560 marqua le début d'une des victoires les plus surprenantes de l'histoire militaire du Japon, la bataille d'Okehazama. Nobunaga, confronté à un ennemi 10 fois supérieur en nombre, choisit de miser sur la vitesse, la ruse et l'utilisation du terrain pour renverser les probabilités en sa faveur. Alors que Yoshimoto et son armée célébraient une victoire anticipée dans un campement près d'Okehazama, Nobunaga lança une attaque éclair. Exploitant sa connaissance du terrain, il mena son armée par un sentier caché à flanc de colline, prenant l'ennemi totalement par surprise. Sous une violente tempête, les hommes de Nobunaga descendirent soudainement sur le campement de Yoshimoto. Ce fut un véritable carnage. Yoshimoto, pris dans la confusion générale, fut décapité par les soldats de Nobunaga et son armée, démoralisée, prit la fuite en désordre. La bataille, qui semblait perdue d'avance pour Nobunaga, se solda par une victoire décisive qui allait bouleverser l'équilibre des forces dans la région. La victoire à Okehazama permit non seulement à Nobunaga d'assurer son contrôle sur Owari, mais elle marqua également son entrée sur la scène politique et militaire du Japon Sengoku. Nobunaga n'avait pas seulement vaincu un daimyo plus puissant, il avait aussi prouvé que l'innovation et l'audace pouvaient triompher de la simple supériorité numérique. Mais Nobunaga savait que la guerre ne se gagnait pas uniquement sur le champ de bataille. La politique était tout aussi essentielle. En 1549, il épousa Nohime, la fille de Saito Dozan, le seigneur de Mino. Ce mariage n'était pas un acte d'amour, mais un mouvement stratégique. L'union avec Nohime permit d'assurer une alliance entre les Oda et les Saito, renforçant ainsi la position de Nobunaga face à ses ennemis. Cependant, l'alliance qui allait véritablement définir le destin de Nobunaga fut celle qu'il forma avec Tokugawa Ieyasu, le jeune chef du clan Matsudaira, qui deviendrait plus tard l'un des hommes les plus puissants du Japon. Après la défaite des Imagawa, Nobunaga et Ieyasu conclurent un pacte d'alliance, unissant leurs forces contre des ennemis communs. Cette relation, basée sur une confiance mutuelle et une vision partagée de l'unification du Japon, s'avéra cruciale pour les campagnes futures. Avec sa position consolidée à Owari et soutenue par des alliances clés, Nobunaga tourna son regard vers le nord, en direction de la province de Mino. Gouverné par son beau-père, Saito Dozan,
Mino était une région stratégique que Nobunaga désirait contrôler pour étendre son influence. Cependant, après la mort de Dosan en 1556, Mino tomba entre les mains de son fils, Saito Yoshitatsu, un chef moins compétent. Durant les années suivantes, Nobunaga lança une série de campagnes soigneusement planifiées pour prendre le contrôle de Mino. En 1567, après une longue guerre de siège, Nobunaga captura enfin le château d'Inabayama, la forteresse clé de la région. Pour célébrer cette victoire, il renomma le château sous le nom de château de Gifu et adopta une nouvelle devise qui reflétait son ambition. Tenka Fubu, qui signifie unifier le royaume sous une seule épée. Tenka Fubu n'était pas qu'un simple slogan, c'était une déclaration de guerre contre le chaos du période Sengoku. Nobunaga ne voulait pas simplement étendre son territoire, il voulait unifier le Japon sous son contrôle, en détruisant les anciennes traditions féodales et en les remplaçant par un nouvel ordre centralisé. En 1567, Nobunaga était passé de Fudowari à l'un des chefs de guerre les plus craints et respectés du Japon Sengoku. Il avait vaincu un ennemi bien plus puissant à Okehazama, établi des alliances stratégiques avec des figures comme Tokugawa Ieyasu, et assuré une base d'opérations solide à Gifu, d'où il pourrait lancer ses futures campagnes. Cependant, le chemin vers l'unification du Japon était encore semé d'embûches. Nobunaga devait encore affronter des adversaires redoutables, des clans rivaux aux puissants moines guerriers qui s'opposaient à sa vision. Mais s'il y avait une chose que cette période de sa vie avait prouvée, c'était que Nobunaga ne reculait devant aucun défi. Troisième partie, l'ascension irrésistible. En 1568, le Japon était toujours plongé dans le chaos de la période Sengoku. Bien qu'Oda Nobunaga ait réussi à consolider son pouvoir sur Owari et Mino, il savait que son ambition d'unifier le pays nécessitait plus que de simples victoires militaires. Il avait besoin de légitimité politique. L'opportunité se présenta sous la forme d'Ashikaga Yoshiaki, un membre de la famille shogunale qui avait été chassé de Kyoto par ses ennemis politiques. Yoshiaki se tourna vers Nobunaga pour obtenir son aide, lui promettant le prestige de restaurer le shogunat Ashikaga. Pour Nobunaga, ce n'était qu'un prétexte pour marcher sur Kyoto, la capitale impériale, et s'imposer comme le véritable maître du pays. Fort d'une armée renforcée par des années d'expansion et d'alliance, Nobunaga mena une marche implacable vers Kyoto. Sur son chemin, il écrasa toutes les forces qui osaient lui résister, démontrant qu'il n'avait aucun égal en matière de stratégie et de férocité. En octobre 1568, Nobunaga entra triomphalement dans la capitale et installa Ashikaga Yoshiaki comme shogun. Cependant, le véritable dirigeant du Japon n'était pas le shogun, mais bien Nobunaga. Une fois à Kyoto, Nobunaga consolida son contrôle politique en utilisant Yoshiaki comme un souverain fantoche. Bien que ce dernier portât officiellement le titre de shogun, toutes les décisions majeures passaient par Nobunaga. Cette approche pragmatique lui permit de neutraliser ses adversaires politiques, tout en conservant une façade de légitimité. Mais l'ambition de Nobunaga ne tarda pas à susciter des résistances. De nombreux daimyo, notamment les clans Takeda, Asakura et Asahi, voyaient en lui une menace pour l'ordre établi. En 1570, ces puissances formèrent une alliance connue sous le nom de Ligue Asakura-Asahi, dans le but d'arrêter l'ascension du démon d'Owari. Le conflit atteignit son apogée lors de la bataille d'Anegawa, où Nobunaga, aux côtés de son allié Tokugawa Ieyasu, affronta les forces combinées des clans Asahi et Asakura. Face à un ennemi numériquement supérieur, Nobunaga démontra une fois de plus son génie stratégique en utilisant des tactiques coordonnées et des attaques surprises pour démanteler l'alliance ennemie. La bataille d'Anegawa fut une épreuve décisive pour Nobunaga. Bien que son armée fût moins nombreuse, sa coordination avec les forces de Tokugawa Ieyasu s'avéra cruciale. Nobunaga déploya ses troupes dans des formations disciplinées, utilisant archers et lanciers pour tenir l'ennemi à distance, pendant que ses forces principales lançaient une attaque dévastatrice. Après plusieurs heures de combats acharnés, les armées des Asahi et Asakura commencèrent à s'effondrer. Nobunaga n'avait pas seulement remporté une bataille, il venait d'éliminer deux de ses plus grands rivaux dans la lutte pour la suprématie au Japon.
La victoire à Hanegawa consolida la réputation de Nobunaga en tant que stratège militaire brillant. Cependant, cette victoire n'était que le début d'une série d'affrontements qui allaient définir son héritage. Le génie de Nobunaga ne se limitait pas au domaine politique. Il était également un innovateur dans l'art militaire. L'un des exemples les plus remarquables de sa vision fut l'utilisation des arquebuses, une arme à feu introduite au Japon par des marchands portugais en 1543. Bien que d'autres daimyo aient adopté cette technologie, Nobunaga l'utilisa de manière révolutionnaire en l'intégrant directement dans ses tactiques de combat. En 1575, Nobunaga affronta Takeda Katsuyori, le chef du puissant clan Takeda, lors de la bataille de Nagashino. Les Takeda étaient célèbres pour leur cavalerie, considérée comme invincible à l'époque. Nobunaga, cependant, avait un plan. Il établit des lignes défensives avec des barricades en bois et positionna ses soldats équipés d'arquebuses en formation escalonnée. Ce système permit un tir en continu, qui anéantit les charges de cavalerie des Takeda. La victoire à Nagashino marqua le début du déclin du clan Takeda et démontra l'efficacité des armes à feu sur le champ de bataille. Au-delà de la tactique, cette bataille symbolisa la fin des formes traditionnelles de guerre au Japon et l'avènement d'une nouvelle ère dominée par la technologie et la stratégie. Avec les victoires d'Hanegawa et de Nagashino, Oda Nobunaga s'imposa comme le chef le plus puissant du Japon. Il avait prouvé non seulement son talent militaire, mais aussi sa capacité à innover et à s'adapter à un monde en perpétuelle évolution. Cependant, son ambition et son caractère impitoyable commencèrent également à lui attirer de nouveaux ennemis. À Kyoto, la relation entre Nobunaga et le shogun Yoshiaki se détériora rapidement. Yoshiaki, lassé d'être un simple pantin, commença à conspirer contre Nobunaga, ce qui mena finalement à sa destitution en 1573. Avec la chute du shogunat Ashikaga, Nobunaga devint le dirigeant incontesté du Japon central, mais son rêve d'unifier tout le pays était encore loin d'être accompli. Quatrième partie, gouvernement absolu et réforme. En 1575, après la célèbre bataille de Nagashino, Oda Nobunaga n'avait pas seulement humilié le puissant clan Takeda, mais il avait aussi prouvé au reste du Japon que l'ère des guerriers montés touchait à sa fin. Cependant, pour Nobunaga, cette victoire ne suffisait pas. Le clan Takeda contrôlait encore d'importants territoires dans le Japon central, et tant qu'ils existeraient, son rêve d'unifier le pays resterait inachevé. En 1582, Nobunaga lança sa campagne finale contre les Takeda. Profitant des divisions internes de l'ennemi, il mena ses troupes à une série de victoires écrasantes. Avec l'aide de ses alliés, notamment Tokugawa Ieyasu, Nobunaga rasa une à une les forteresses des Takeda. Le coup de grâce vint avec la capture de Takeda Katsuyori, le dernier chef du clan, qui, voyant sa défaite inévitable, se suicida. Avec la destruction du clan Takeda, Nobunaga consolida son emprise sur le Japon central. Désormais, Nobunaga ne contrôlait pas seulement de vastes territoires, mais aussi certains des centres économiques les plus importants du pays, comme les villes de Sakai et Nagoya. Sa domination sur ces régions ne renforça pas seulement sa puissance militaire, mais lui permit également de financer ses ambitieux projets de réforme. Oda Nobunaga n'était pas seulement un chef militaire, il était aussi un visionnaire politique et économique. Il comprenait que la guerre permanente avait ravagé l'économie japonaise et que l'unification du pays serait impossible sans une base économique solide. C'est dans cette optique qu'il introduisit une série de réformes qui allaient transformer la structure politique et commerciale du Japon. L'une de ses premières mesures fut l'abolition des péages sur les routes commerciales. Pendant des siècles, les daimyo avaient imposé des taxes excessives sur les routes et les rivières sous leur contrôle, entravant le commerce et n'enrichissant qu'une minorité. Nobunaga supprima ces barrières, permettant une circulation plus fluide des marchandises et stimulant la croissance économique. Les villes de Sakai et Nagoya devinrent des centres commerciaux prospères, attirant des marchands de tout le Japon et même de l'étranger. De plus, Nobunaga mit en place un système administratif centralisé. Il remplaça les anciens gouverneurs féodaux par des officiers loyaux à lui,
ce qui lui permit d'exercer un contrôle plus direct sur ses territoires. Il modernisa également son armée en instaurant un système de recrutement garantissant un afflux constant de soldats bien entraînés et bien équipés. Grâce à ces réformes, Nobunaga ne se contenta pas de renforcer son pouvoir. Il posa aussi les bases de l'unification du Japon. Toutefois, son approche pragmatique et son mépris pour les traditions établies commencèrent à susciter des résistances parmi ceux qui voyaient dans ces réformes une menace pour leur pouvoir et leur influence. L'un des plus grands défis au pouvoir de Nobunaga vint d'une source inattendue: les sectes bouddhistes militantes. Dans le Japon de l'époque Sengoku, les temples bouddhistes n'étaient pas seulement des lieux de prière. Beaucoup d'entre eux fonctionnaient comme des forteresses et des centres de pouvoir politique et militaire. Le temple-forteresse d'Enryakuji, situé sur le mont Hiei, était l'un des plus puissants et défiait ouvertement l'autorité de Nobunaga. En 1571, Nobunaga prit une décision qui marquerait son héritage à jamais. Déterminé à éliminer toute opposition, il lança une attaque totale contre Enryakuji. Ses troupes encerclèrent la montagne et mirent le temple en flammes, massacrant tous ceux qui s'y trouvaient, y compris moines, femmes et enfants. Cet acte de brutalité sans précédent envoya un message clair. Nobunaga ne tolérerait aucun défi à son autorité, quelle qu'en soit la provenance. Cependant, ce ne fut pas le seul affrontement religieux. D'autres sectes bouddhistes, comme les Iko-Iki, qui mêlaient ferveur religieuse et résistance militaire, s'opposèrent également avec acharnement à Nobunaga. Pendant des années, il combattit ces sectes, utilisant sa supériorité militaire et sa détermination implacable pour les soumettre. Ces conflits ne consolidèrent pas seulement le pouvoir de Nobunaga, ils révélèrent aussi son caractère impitoyable. Pour lui, toute forme de résistance devait être écrasée, et il était prêt à utiliser tous les moyens pour atteindre son objectif. Avec la destruction du clan Takeda, ses réformes économiques et politiques et l'élimination de ses ennemis religieux, Oda Nobunaga était plus proche que jamais de son but ultime, l'unification du Japon. Son célèbre slogan « Tenkafubu » ou « Unifier le royaume sous une seule épée » n'était plus seulement une déclaration d'intention, mais une réalité en train de se concrétiser. Cependant, ses méthodes brutales et son absence de scrupules commencèrent à susciter du ressentiment. Beaucoup de ses alliés le regardaient avec méfiance, et certains commencèrent même à comploter contre lui. La figure de Nobunaga, bien que puissante, devenait un symbole de peur et de controverse. 5e partie. Trahison et mort. En 1582, Oda Nobunaga était au sommet de son pouvoir. Il avait vaincu les clans les plus puissants du Japon, tels que les Takeda, les Asakura et les Asai. Ses alliés les plus proches, comme Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu, avaient prouvé leur loyauté et leur efficacité dans leurs campagnes respectives. Mais certaines régions résistaient encore à son contrôle. Nobunaga était déterminé à unifier tout le Japon et tournait son regard vers les îles de Shikoku et Kyushu. À l'ouest, le clan Shosokabe dominait Shikoku, tandis qu'à Kyushu, les Shimazu étaient devenus une force redoutable. Nobunaga planifiait méticuleusement une série de campagnes pour envahir ces régions. Il avait déjà ordonné à ses généraux les plus proches, Hideyoshi et son fils Nobutada, de préparer troupes et ressources pour ces invasions. Pendant ce temps, Nobunaga se trouvait à Kyoto, supervisant personnellement la consolidation politique et militaire des territoires déjà sous son contrôle. Nobunaga comprenait que son ambition ne se limiterait pas au Japon. Il avait commencé à envisager d'étendre son influence au-delà des îles japonaises, vers la Corée et la Chine. Bien que ses plans fussent encore préliminaires, ils témoignaient de l'immensité de son ambition. Cependant, alors que Nobunaga préparait ses futures conquêtes, un danger invisible grandissait dans l'ombre, bien plus proche qu'il ne l'imaginait. Akechi Mitsuhide était l'un des généraux les plus fidèles d'Oda Nobunaga. Il avait servi avec loyauté dans de nombreuses campagnes, obtenant une position privilégiée au sein du cercle intime du seigneur de guerre. Pourtant, derrière cette façade de fidélité, Mitsuhide nourrissait une rancune profonde envers son maître. On raconte que ces ressentiments naquirent de plusieurs incidents, au cours desquels Nobunaga l'humilia publiquement.
Une fois, Nobunaga le réprimanda sévèrement devant les autres généraux. Une offense que Mitsuhide ne pardonna jamais. De plus, Nobunaga était réputé pour son traitement impitoyable des clans vaincus, incluant des massacres de civils. Certains historiens suggèrent que Mitsuhide, d'un esprit plus conservateur, commença à remettre en question la légitimité des actes de son seigneur. Le 21 juin 1582, alors que Nobunaga séjournait au temple de Honnoji, à Kyoto, se reposant et priant, Mitsuhide passa à l'action. Dans un mouvement inattendu, il mobilisa ses troupes et marcha vers le temple. Nobunaga, totalement pris au dépourvu, n'avait qu'une escorte minimale. Pour Mitsuhide, c'était l'occasion parfaite d'éliminer celui qu'il considérait comme une menace pour le Japon. À l'aube, les troupes de Mitsuhide encerclèrent le temple de Honnoji. Nobunaga, comprenant qu'il avait été trahi, savait qu'il n'avait aucune chance de s'échapper. Plutôt que d'être capturé, il choisit de mourir avec honneur en pratiquant le seppuku, le suicide rituel des samouraïs. On raconte que ces ressentiments sont nés de plusieurs incidents où Nobunaga humilia publiquement Mitsuhide. À une occasion, Nobunaga le réprimanda sévèrement devant d'autres généraux, une offense que Mitsuhide n'oublia jamais. De plus, Nobunaga était connu pour son traitement impitoyable envers les clans vaincus, ce qui incluait le massacre de civils. Certains historiens suggèrent que Mitsuhide, d'un esprit plus conservateur, commença à remettre en question la légitimité des actions de son seigneur. Le 21 juin 1582, alors que Nobunaga se trouvait au temple de Honnoji à Kyoto, se reposant et priant, Mitsuhide passa à l'action. Dans un mouvement inattendu, il mobilisa ses troupes et marcha vers le temple. Nobunaga, totalement pris au dépourvu, n'avait qu'une escorte minimale. Pour Mitsuhide, c'était l'occasion parfaite d'éliminer celui qu'il considérait comme une menace pour le Japon. À l'aube, les troupes de Mitsuhide encerclèrent le temple de Honnoji. Nobunaga, comprenant qu'il avait été trahi, savait qu'il n'avait aucune chance de s'échapper. Plutôt que d'être capturé, il choisit de mourir avec honneur en pratiquant le seppuku, le suicide rituel des samouraïs. On raconte que Nobunaga, avant de mettre fin à ses jours, incendia le temple pour empêcher que son corps ne soit utilisé par ses ennemis. Cet acte ultime fut le reflet de son caractère. Fier, indomptable et déterminé jusqu'au dernier instant. L'homme qui avait défié le destin, qui avait changé la manière de faire la guerre au Japon, trouva sa fin aux mains d'un homme en qui il avait eu confiance. Après l'attaque, Akechi Mitsuhide se proclama nouveau dirigeant, mais son règne fut de courte durée. À peine 13 jours plus tard, Mitsuhide fut vaincu par Toyotomi Hideyoshi, l'un des généraux les plus loyaux de Nobunaga. Hideyoshi se vengea rapidement, consolidant sa propre position et poursuivant l'œuvre entamée par Nobunaga. La mort d'Oda Nobunaga marqua la fin d'une ère. Bien qu'il ne vécût pas pour voir l'unification du Japon, son héritage se poursuivit à travers ses successeurs. Toyotomi Hideyoshi acheva une grande partie du travail initié par Nobunaga, et plus tard, Tokugawa Ieyasu établit le shogunat Tokugawa, unifiant définitivement le pays sous une seule autorité. Mais au-delà de l'unification, Nobunaga laissa une empreinte durable sur le Japon. Son usage innovant des armes à feu, ses réformes économiques et son remise en question des structures traditionnelles du pouvoir changèrent à jamais l'histoire du pays. Il fut un homme qui ne craignait ni les dieux, ni les hommes, ni le destin lui-même. Ainsi s'achève l'histoire d'Oda Nobunaga, l'homme qui faillit accomplir l'impossible. Sa vie fut un témoignage d'ambition et de détermination, mais aussi un avertissement sur les dangers de la trahison et de l'orgueil. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers la vie de l'un des dirigeants les plus fascinants du Japon. On se retrouve dans le prochain épisode, où nous explorerons de nouvelles histoires qui ont changé le cours de l'histoire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo et de laisser un commentaire, toujours avec respect et courtoisie. À bientôt.